Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Mais ce n'est pas de plateforme de streaming dont nous parlons aujourd'hui puisque nous parlons d'une sortie cinéma, sortie française. Oui messieurs dames, nous parlons de plus en plus sur la chaîne de cinéma français puisque j'essaye de plus en plus de m'orienter vers des films français qui pourraient me plaire. N'étant pas adepte de la comédie, c'est compliqué. Mais heureusement pour moi, de temps en temps, il y a des réalisateurs qui proposent des choses un petit peu différentes. Du film d'horreur, du film un petit peu d'anticipation et dans le cas présent, une espèce de drame, film catastrophe qui a pas beaucoup fait parler de lui mais dont j'ai eu la chance de voir la bande-annonce la semaine dernière et j'avoue que j'étais plutôt hypée. Je vous parle ici du film La Tour qui m'a très honnêtement beaucoup intriguée quand j'ai vu la bande-annonce. Je n'en croyais pas mes yeux de voir que ce genre de projet, en tout cas ce qui était promis par la bande-annonce, venait de mon pays, donc j'étais bien contente. Je l'ai découvert au cinéma, évidemment, j'ai eu envie de vous en parler. Je vous laisse donc avec le générique et je vous dis tout ça juste après. Alors, le film La Tour est sorti le 8 février 2023, c'est-à-dire mercredi dernier si vous regardez cette vidéo, le jour de sa sortie. C'est un film qui dure 1h29 et qui est classifié film drame, et je rajouterais personnellement, comme je vous l'ai dit dans la bande-annonce, film catastrophe, voire film de SF, science-fiction, fantastique, fantasy. En tout cas, il y a un aspect un petit peu surnaturel dans ce film. À la réalisation de ce film, nous avons donc un réalisateur et scénariste français qui est Guillaume Niclot. Guillaume Niclot, il a la spécificité d'être également romancier, ou plutôt écrivain. Il a sorti un ensemble de romans, de réflexions, d'essais, etc. Donc il a un profil un petit peu atypique, et il a également un cinéma plutôt atypique vu le profil habituel des films qui sortent en France. En 2013, il avait réalisé deux films, tout d'abord La Religieuse, qui est un drame autour d'une figure monastique, et également le film En solitaire, qui se concentrait sur un skipper qui réalisait un tour du monde en solitaire. En 2018, il avait travaillé avec Gaspard Ulliel dans le film Aux confins du monde, qui est un film de guerre qui traitait donc de la guerre d'Indochine. Le film était plutôt intéressant, même si j'avoue que personnellement j'en ai pas grand souvenir. Je sais que je l'ai vu, j'ai 2-3 images qui me reviennent en tête, mais il m'a pas tant marqué que ça. Et il a également beaucoup travaillé avec Depardieu, notamment en 2015 avec Valley of Love, qui raconte l'histoire d'un couple qui est séparé depuis des années, mais ils ont perdu leur fils qui s'est donné la mort, et il a comme dernière volonté souhaité que ses parents fassent un voyage ensemble dans la vallée de la mort aux États-Unis. Donc on est encore une fois sur un drame plutôt social. Et un autre film très intriguant de 2016 que j'ai très envie de voir, je l'ai découvert en faisant mes petites recherches, c'est un film qui s'intitule The End, là encore avec Depardieu donc, et c'est un film un petit peu absurde, fantastique, puisqu'on suit un chasseur qui part en forêt avec son chien et son fusil. Il commence par perdre son chien, puis il perd son fusil, puis il se perd tout simplement lui-même. Je trouve que c'est super intriguant comme scénario. Donc il a vraiment un cinéma qui se concentre principalement sur un aspect dramatique, mais qui a toujours un élément relativement inattendu pour du cinéma français. S'il a pu travailler avec des castings relativement prestigieux, on a cette fois-ci un casting plutôt éclectique, voire surprenant. Dans l'un des premiers rôles, on retrouve Attic, qui est un rappeur français, mais qui a déjà joué le rôle de l'acteur dans une série de Canal+, qui s'intitulait Validé, et qui était centrée donc sur un jeune rappeur qui l'incarnait dans la série. La série a connu 2 saisons, mais Attic s'est pas vraiment fait remarquer pour son jeu d'acteur particulièrement impressionnant, c'est donc assez étonnant de le voir dans un rôle aussi important dans ce film. À ses côtés, on retrouve Ahmed Abdel Laoui. Là encore, c'est plutôt un jeune acteur, mais il a plus de films à son actif, puisqu'en 2019, il s'est fait remarquer dans 2 productions en particulier, tout d'abord le film Entracte, et juste après le film Hors Norme. On continue avec de jeunes profils plutôt peu expérimentés, avec Jules Houplain. Alors Jules Houplain, il a quand même eu un prix comme meilleur espoir pour l'un de ses films. Il est particulièrement connu pour avoir participé à la série Parallèle qui est diffusée sur Disney+, une série française, et il est également en 2016 dans le film Baiser volé. Qui vient compléter le casting, nous avons Bruni Makaya. Alors Bruni Makaya, il s'est d'abord orienté vers une carrière de footballeur, aujourd'hui il est acteur. On l'a notamment vu dans le film Monsieur je sais tout, ou encore en 2019 dans la série Netflix Marianne. Lui aussi, on est plutôt dans ses débuts de carrière, il a pas énormément de films à son actif et surtout pas de premier rôle. Là encore, nous avons un jeune acteur qui est dans ses débuts, et on continue et on est toujours sur le même profil avec Angèle Mac. Angèle Mac, elle a fait des études de monteuse, elle s'est fait remarquer dans la série Scam, c'est une série France TV qui a été diffusée pendant 4 ans, qui a connu 10 saisons, et elle n'est apparue que dans un petit rôle lors de la saison 9, et là, elle a vraiment un rôle majeur puisque c'est notre héroïne principale. Donc on voit vraiment qu'on mise sur de jeunes acteurs, voire des personnes qui n'ont pas du tout le profil d'acteur à la base, comme Attic par exemple, ou encore Jean-Paul Dubois qui incarne l'un des personnages plutôt importants du film et qui est connu pour être écrivain et pour avoir obtenu le prix Goncourt. Donc on a vraiment une sorte de panel très étrange d'acteurs et le casting est très
très surprenant, voire même, disons-le, assez incohérent. En soi, c'est plutôt intriguant puisqu'on se demande ce que le réalisateur a vu chez ces jeunes acteurs ou ces personnes qui ne sont pas du tout destinées à l'acting à la base pour les recruter et pour les choisir dans son film pour incarner ces personnages. Mais j'avoue que voilà, ça m'a pas forcément rassurée sur le projet. Par contre, ce qui m'a vraiment intéressée et vraiment intriguée, c'est le scénario. Dans ce film, on se retrouve au cœur d'une cité, dans un grand immeuble, un grand HLM, qu'on en a énormément en France, et on va suivre les différents appartements, les différents habitants de cet immeuble. 190 personnes en tout habitent la tour, sauf que du jour au lendemain, la tour se retrouve complètement coupée du monde. Pas coupée du monde au sens il n'y a plus le wifi ou il n'y a plus l'électricité, totalement coupée du monde. Le monde extérieur a complètement disparu, la tour est entourée d'un espèce de brouillard très sombre, complètement opaque, on ne voit rien à travers, et impossible de le traverser puisque ce brouillard dévore tout ce qui le traverse. Toute la population de l'immeuble se retrouve complètement pris au piège de la tour et va alors s'amorcer un processus de survie, un véritable défi pour tous les habitants qui risquent malheureusement de dévoiler leurs plus bas instincts. On est donc très clairement sur une réflexion autour de l'enfermement qui est ouvertement inspirée de l'expérience qu'on a pu avoir durant la période du Covid et les différents confinements, puisque c'est assumé directement et marketingement sur l'affiche. Au niveau du film, comme d'habitude, je vous propose d'aborder tout d'abord la direction artistique, et c'est un point fort de ce film. Clairement, on sent que Guillaume Niclot maîtrise son sujet, la photographie est belle. Honnêtement, la plupart des plans est plutôt bien pensé sans être outrageusement artistique. On fait toujours attention à l'angle de la caméra, à la façon dont sont filmés les visages, on utilise plusieurs processus, que ce soit des vrais faux plans séquences, des champs contre champs. C'est assez classique, mais c'est vraiment maîtrisé, et la photographie est plutôt belle, alors qu'on est tout le temps dans un huis clos, on est tout le temps dans l'enfermement, donc c'est plutôt difficile de rendre cela esthétique. On est dans un immeuble HLM en plus. La photographie a quand même un attrait plutôt intéressant, notamment sur les jeux de lumière et surtout les jeux d'ombre. La tour est entourée de noir, le soleil n'y rentre plus et petit à petit l'ambiance va se noircir d'une certaine manière, alors même que l'électricité elle est toujours là, enfin plus ou moins là dirons-nous. Et ils réussissent par la photographie à nous transmettre réellement ce sentiment d'enfermement, d'oppression et de noirceur qui nous envahit, alors même que en soi nous sommes simplement dans les couloirs d'une tour. Donc la photo joue pour beaucoup dans l'aspect prenant du film. On a vraiment quelque chose qui est palpable et qui est visuellement transmis par la caméra, par l'image, par la façon dont sont filmés les protagonistes, par la façon dont sont filmés les lieux, par la façon dont sont filmés les couloirs, en prenant les angles très serrés, etc. Il y a vraiment quelque chose de très bien pensé. Alors évidemment, tous les moments du film sont pas particulièrement esthétisés, mais on a quand même de beaux moments où on se dit « Ah oui, là c'est bien filmé ». J'ajouterai à cela une réelle intelligence au niveau du montage, de la fluidité du passage d'un plan à un autre, et surtout, chose que j'ai énormément appréciée, les transitions. À plusieurs reprises, le film fait de superbes transitions, soit à travers des fonds noirs, le noir étant omniprésent dans le film, on y revient toujours comme une espèce de mécanique, comme un refrain, comme pour nous rappeler que la tour est toujours entourée par ce manteau opaque, il y a quelque chose de récurrent qui crée une sorte de rythmique lancinante et qui visuellement est assez beau. On va zoomer sur une partie du mur, on va se rapprocher d'un des personnages jusqu'à atteindre le noir absolu, et on a plein de moments dans le film de noir absolu. Une partie de ces moments sont destinés à faire des petits sauts dans le temps, on va en reparler. Une autre partie de ces moments sont simplement des transitions pour passer d'un appartement à un autre, d'une situation à une autre, d'un personnage à un autre, mais en passant toujours par cette noirceur omniprésente qui envahit l'écran comme elle envahit la vie des habitants. J'ai trouvé ça super intéressant. Au-delà de ça, on a de très belles transitions, vous savez, c'est ces transitions qui sont hyper satisfaisantes, hyper agréables à l'œil. On a un mouvement qui commence dans un premier plan et qui se termine dans l'autre, alors même qu'entre temps, on a changé de personnage ou changé de lieu. Ça, j'aime beaucoup. Pareil, on va passer d'une pièce d'un appartement à un autre, mais en utilisant la transition du mur entre les deux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, même si c'est pas grand chose et que ça participe pas du tout à la narration, ça rajoute quelque chose, ça rajoute une fluidité déjà, mais ça rajoute quelque chose à l'ambiance du film et à la façon dont c'est filmé et la façon dont on nous montre tout ça. Le fait de faire des parallèles ou des miroirs entre différents appartements, ça montre bien que tous les habitants sont logés à la même enseigne. Et forcément, ça participe aussi à l'esthétique et à l'architecture des HLM. Qui a vraiment une intelligence dans la façon dont est monté le film et dans la façon dont ça a été filmé pour permettre une grande fluidité et également un grand sentiment d'oppression. Et très important pour pouvoir accompagner les deux premiers points que je vous ai donnés, c'est-à-dire la photographie et la fluidité, notamment au niveau de la façon dont c'est filmé des transitions, les décors. Les décors sont très intéressant parce qu'en soi c'est extrêmement simple, on est sur un film quasi petit budget, on est dans un huis clos donc on a une seule localisation, là on n'a pas vraiment une localisation qui est particulièrement esthétique ou grandiose, c'est un immeuble comme il y en a des milliers en France. La façon dont le film et dont ses décors vont habiter le lieu et transformer le lieu, parce qu'on voit littéralement, du fait des sauts dans le temps que j'ai déjà évoqués, mais on va y revenir, je vous l'ai dit, du fait de ces sauts dans le temps, on voit le lieu évoluer, et on voit la transition, on voit les transitions. C'est toujours le même décor, et ça a dû être du coup relativement compliqué à filmer, parce qu'on pouvait pas filmer dans le désordre. Tu sens vraiment les différents lieux évoluer à travers le temps et changer, les meubles se déplacent, il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses qui apparaissent, il y a des dessins, il y a des peintures, etc. On sent l'appropriation
des habitants qui sont enfermés, c'est leur seul lieu de vie, c'est leur univers entier va devenir la tour, donc ils se l'approprient. C'est très intéressant et je trouve que la façon dont sont utilisés les décors est vraiment bien, sauf à la toute fin. À partir de la 15e dernière minute, donc on est vraiment sur la fin de l'histoire, on ne sait plus où on en est. Autant le fait que les décors aient évolué lentement mais sûrement à travers le temps et à travers le film fait qu'on savait toujours plus ou moins à quel étage on était, plus ou moins chez qui on était, vers quoi on allait. Vers la fin tout se brouille. Alors j'imagine que c'est peut-être volontaire pour participer à la narration, mais tu ne sais plus où tes personnages sont, dans quel appartement, celui de qui, dans quel niveau de la tour. Et à ce moment-là c'est un petit peu déroutant parce que pour le coup il y a une trop grosse transformation ou alors un trop gros changement avec ce qu'on a eu avant par la réappropriation ou par un changement de lieu, mais on ne sait pas. Ce qui fait que malheureusement ce qu'on arrivait à faire depuis le début du film, c'est-à-dire se repérer dans la tour, pour le coup à la fin on le perd un peu et je trouve ça un peu dommage, alors que tout le long du film j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Attention quand même, je vous dis que les décors sont intéressants, mais c'est des décors vraiment minimalistes, au sens où ce sont des couloirs en béton, des escaliers en béton, des appartements bétonnés avec 2-3 canapés. Vous attendez pas à un truc grandiose, on est vraiment sur un film petit budget, qui d'ailleurs a un petit côté film de fin d'études, un peu surprenant pour un réalisateur qui a de la bouteille et qui a l'habitude d'être diffusé au cinéma, mais ça on en reparlera. Mais on a vraiment un aspect petit budget, briques et de broc, un truc qu'on aurait pu faire pendant le confinement, par exemple un film qu'on aurait pu tourner pendant le confinement dans un espace fermé dans lequel on était coincé. Il y a vraiment cet esprit-là. Un autre point de la direction artistique que je ne peux pas ne pas aborder, c'est la violence, ou plutôt l'absence de violence visuelle, mais assez insinuée pour que ça soit de la violence psychologique. Je sais pas si vous me suivez. Visuellement, le film n'est pas excessivement gore, le film est même pas, selon mes critères, horrifique. Il y a des trucs qui sont dégueux, mais ils nous sont pas montrés. Ils sont évoqués par les personnages, insinués par un élément de décor ou un autre, mais ils nous sont pas montrés directement. Donc la violence est plus psychologique dans l'imagination, dans le travail que va faire notre cerveau en utilisant les indices et les images qui nous sont montrés dans le film et les propos des personnages pour aller plus loin que ce qu'on nous montre, mais en soi, visuellement, le film est assez timide. Et j'ai trouvé ça relativement étonnant parce qu'il y a une sorte de dichotomie. Le propos du film est vraiment violent, dur et froid, on va en reparler, il y a quelque chose de très cruel et très violent et très repoussant et malaisant dans le propos du film, mais visuellement il n'y a pas vraiment de plan particulièrement graphique. Au niveau des trigger warnings, si l'on peut dire, il y aurait violence sur les animaux, violence sur les corps, mutilation, automutilation, prise de stupéfiants, suicide, il y a vraiment de tout, là c'est clairement, mais tout cela n'est jamais montré réellement, directement et frontalement à l'image. C'est insinué, on va voir le début de l'action ou sa réalisation finale, mais on n'a pas vraiment d'entre-deux, et les seuls moments où on a vraiment visuellement du charcutage, dirons-nous, c'est très propre et très clean et pas très choquant au final. En soi, le propos étant quand même là, ça fait pas vraiment du film un film soft. Personnellement, je le recommanderais pas aux personnes sensibles. Ne serait-ce que parce que ces sujets sont évoqués, mais également parce que l'ambiance de toute façon est extrêmement dure, malaisante, froide et violente. Juste dans l'ambiance, on va dire juste de ce qui dégage de l'image, sans avoir réellement à le montrer visuellement. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai trouvé ça presque un peu frustrant. Petit truc qui manquait pour basculer dans l'horreur. Tu sens que le film a pas envie d'être dans l'horreur. Le film a envie d'être cruel et violent, mais sans basculer dans le film d'horreur, sans basculer dans le film gore, sans basculer dans un côté slasher, sang, etc. Peut-être là encore du fait de l'aspect petit budget où on n'est pas là pour faire particulièrement des FX, on n'est pas là pour faire de l'effet spécial, etc. Mais en tout cas, visuellement, c'est relativement clean. Comme toujours, qui accompagne la direction artistique, il y a bien évidemment la bande sonore, et la bande sonore c'est un grand oui. De la même façon que j'ai apprécié le regard de caméra, le regard photographique qui est posé dans le film, j'ai vraiment apprécié l'ambiance sonore qui participe totalement à l'aspect ultra oppressant de ce huis clos violent, froid et dur comme je vous l'ai dit. L'accompagnement n'est pas du tout musical, puisqu'il y a quasiment pas de musique, et quand il y en a, c'est pas de la musique d'accompagnement, c'est en fait de la musique qui est intégrée au récit, c'est-à-dire c'est de la musique que les personnages écoute dans l'histoire, c'est pas de la musique d'ambiance, d'accompagnement de l'histoire. La bande son d'ambiance du film, c'est un truc ultra oppressant, malaisant, c'est des sons. C'est des bruits, mais des bruits de malaise, des bruits qui te mettent pas bien, des bruits qui font que, même s'il y a des moments où il y a des silences, même s'il y a des moments où du coup tu l'oublies le brouillard noir de temps en temps qu'il y a autour parce que t'es trop omnubilé par la violence de l'action, par la violence du dialogue, tu oublies le brouillard, et il y a toujours un son, à un moment ou à un autre, une espèce de vibration malsaine. Vous savez, une vibration assez basse dans les octaves, qui met mal à l'aise, tu la sens autour de toi, il y a toujours cette vibration qui va venir se rappeler à toi et qui va venir te rappeler que oui, le brouillard est toujours là, oui, tu es toujours oppressé, tu es enfermé dans une boîte et tu es coincé. Il y a quelque chose de froid, de sourd, de rampant dans le son. C'est vraiment du bruit
du bruit qui est omniprésent, qui est agaçant, qui est usant, qui est pas du tout fort, mais il est là quasiment tout le temps. Il y a quelques moments de silence qui font qu'il est encore plus oppressant lorsqu'il revient. Franchement, j'ai trouvé ça super intelligent pour accompagner le visuel très froid, très dur et très oppressant et très huis clos, et l'action et le propos du film étaient dans la droite ligne et que c'était une réussite. Malheureusement, parce qu'on peut pas parler que de choses positives pour ce film, et vous m'en voyez désolée, j'aurais adoré vous dire que le film était super et vous encourager à le voir, mais il y a des points qui sont vraiment négatifs. Les deux principaux points négatifs vont être tout d'abord ces fameux sauts dans le temps dont je vous ai parlé. En soi, les sauts dans le temps ne sont pas un problème lorsqu'ils sont bien introduits et qui sont vraiment utiles et cohérents par rapport à ce qu'on nous raconte. Là, ils sont utiles puisqu'ils nous permettent de voir l'évolution de la situation pour les personnes coincées dans la tour, quelques jours après, quelques semaines après, quelques mois après. Le petit problème, c'est que c'est incohérent puisqu'on passe à des années et des années et des années après. Et si les premiers sauts dans le temps sont relativement appréhendables, on va dire, par rapport à la situation de nos protagonistes, à partir d'une bonne heure de film, là ça devient carrément complètement illogique et inappréhendable. Les moments où le noir apparaît et où tu vois 3 ans plus tard, tu te dis mais c'est pas possible. Par rapport à ce qu'on nous a montré de leurs conditions, nous a montré de ce qui se passe dans cette tour, ce n'est pas possible, alors que tout le reste est plutôt durement et on va dire violemment réel ou réaliste. Ça apporte un biais d'incohérence, voire un biais d'absurdité qui est vraiment dommage et qui dessert réellement le scénario. Mais encore, si c'était que ça, honnêtement, on pourrait dire que ça apporte l'aspect un petit peu fantastique, un petit peu mystique à l'histoire. Le véritable problème, au-delà de ces sauts dans le temps, c'est l'acting. Je vous l'ai dit, j'étais pas convaincue par le casting à la base. J'étais pas dans une totale compréhension des choix qui avaient été faits par le réalisateur pour ces acteurs-là, au vu de leur background et certains de leur non-activité d'acteur. Et malheureusement, ça se ressent énormément dans le film. Alors évidemment, mon but ici, c'est pas de blâmer des acteurs et de blâmer toute une équipe d'un casting ou de blâmer le réalisateur, mais à un moment, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, il y a une magie qui n'opère pas, et dès les premières minutes du film, dès les premiers dialogues, on s'est regardé avec mes potes dans la salle de cinéma et on a senti que ça allait être vraiment dur, que ce soit l'émotivité sur les visages, que ce soit la gestion dans l'espace, la façon dont ils mouvoient leur corps, tu sens qu'on vient juste de leur dire action derrière la caméra, limite tu vois le début de la mise en place de l'action. C'est assez malaisant visuellement, ça te fait pas du tout toi rentrer dans ce qui se passe, ça te fait pas entrer en empathie avec eux du tout, parce que émotionnellement parlant, la plupart des acteurs sont soit trop dans l'excès, soit complètement décalés. Donc là non plus, t'entres pas en empathie avec eux. Je pense que le plus problématique, ça reste le débit des dialogues. Alors déjà, les dialogues sont pas très bien écrit. On a aussi entre des moments où les acteurs récitent, tout simplement, comme ils réciteraient une poésie, et des moments où on a l'impression qu'ils leur ont laissé carte blanche pour ne rien dire. Il y a un déséquilibre entre l'action qui se déroule, entre la façon dont c'est filmé, le côté assez ciselé et assez pensé des transitions et du décor, etc. et l'amateurisme de la façon dont sont débités les dialogues, de la façon dont sont exprimées les émotions, de l'occupation de l'espace, de la façon dont les actions se déroulent. C'est assez perturbant et c'est très décevant. Dans notre malheur, on s'en est plutôt bien sorti puisque au bout d'à peu près 1 heure de film, il ne parle plus beaucoup. Mais c'est vraiment un énorme problème parce que tout le reste, la musique, la bande son, le décor, la façon dont c'est filmé font tout pour te mettre dans une position de malaise total et d'identification avec ces gens qui sont enfermés et cette déshumanisation qu'ils sont en train de vivre, ce manque de ressources, cette angoisse perpétuelle. Et malheureusement, les gens avec qui tu dois absolument entrer en empathie et absolument entrer en résonance pour vivre cette action, en plus on a une caméra qui est très froide et donc forcément l'émotionnalité et l'attachement du spectateur doit passer par le personnage, mais ça ne matche pas parce que ça ne matche pas et c'est très frustrant. Je sais pas si c'est un problème d'écriture des dialogues, je sais pas si c'est un problème d'amateurisme des acteurs, je sais pas si c'est un problème de direction des acteurs par le réalisateur, mais en tout cas quelque part il y a un problème. Pourquoi c'est vraiment dommage? Parce que très sincèrement, je trouve l'idée super bonne et je trouve qu'elle aurait pu s'inscrire dans la droite ligne de films que moi j'ai beaucoup apprécié. Alors évidemment au niveau des inspirations, au vu du brouillard, etc., on pense automatiquement au film The Mist, adaptation d'un écrit de Stephen King et que moi j'avais plutôt apprécié. J'ai pas trop aimé la série mais j'ai bien aimé le film, notamment son dénouement qui est inoubliable. Le fait qu'ils soient coincés dans un immeuble sans savoir comment sortir, un petit peu à l'affût de ce qui va leur tomber dessus, il y a un petit côté Rec, vraiment sur le début de The Rec, puisqu'après on part pas du tout dans le même délire. Et évidemment, on pense aussi au film français Dans la brume de 2018, qui était un film plutôt très sympathique et qui fait partie des films français que j'ai le plus apprécié ces dernières années. Cette fois-ci, on était sur un brouillard toxique qui entourait Paris et on suivait une famille qui essayait de se débrouiller, qui essayait de fuir son appartement. Franchement, le film est intéressant, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Mais surtout, au vu de sa froideur, de sa cruauté et de son côté crasseux, ce film m'a
énormément fait penser au film The Divide, qui est l'un des films les plus traumatisants que j'ai vu de ma vie. Parce que clairement, ce Latour joue expressément sur l'aspect traumatique, il joue sur nos peurs, il joue sur nos angoisses, et il joue sur la peur des autres, et la peur de nos propres instincts et de nos propres extrémités. Et c'est ce sur quoi jouait le film The Divide. Alors le film The Divide, ce sont également des gens qui se retrouvent enfermés, cette fois-ci dans un sous-sol, pas pour la même raison, puisqu'en gros il y a eu une apocalypse nucléaire, une bombe nucléaire a été larguée sur leur ville, et donc il y a eu par ensevelissement, je sais pas quoi, machin, bref ils sont coincés dans un sous-sol, avec plusieurs personnes, et en fait la survie, le manque de nourriture, et petit à petit l'enfermement qui joue sur leur mental et qui les fait sombrer dans la folie, les fait aller vers les pires extrémités, les pires humiliations, les pires violences, etc. Fait ressortir d'eux le pire de leur humanité, voire même d'ailleurs plutôt de leur inhumanité. Le film The Divide, c'est vraiment un film qui m'a vraiment choquée quand je l'ai vu, et encore aujourd'hui je l'ai revu l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est un film qui est quand même assez dur. J'ai vu qu'il était interdit seulement aux moins de 12 ans, j'avoue que ça m'a un peu étonnée. Où on mêle tout ce qu'il y a de plus bas, on va dire, dans l'humanité, la drogue, le sexe non consenti, la violence sur soi, la violence sur autrui, enfin c'est un film qui est très malaisant, et honnêtement, ce film La Tour s'inscrit totalement dans ce registre-là, et avec un acting meilleur, et avec des acteurs qui auraient vraiment porté leur personnage, j'aurais pu clairement entrer en identification avec eux, comme je suis entrée en identification avec les personnages de The Divide. Sachez que je l'ai vraiment très mal vécu, The Divide. Là, je pense que j'aurais pu très très mal le vivre, au sens positif du terme, ça veut dire que l'objectif du film aurait abouti si j'avais pu entrer en résonance avec ces personnes que je vois à l'image. Malheureusement, du fait de l'acting, ça n'a pas été possible. Et pourtant, au niveau du message, le film est vraiment intéressant, et c'est quelque chose que je souhaite souligner. Je suis très contente qu'on puisse avoir des productions comme ça en France, qui soient diffusées en cinéma. Alors honnêtement, je mettrais une interdiction aux moins de 12 ans, voire même moins de 14 ans, parce que je pense que ça peut être psychologiquement traumatisant. Comme je vous l'ai dit, la violence, elle est pas visuelle, elle est pas graphique, même s'il y a des trucs qui sont assez malsains, mais c'est malsain au niveau psychologique. Soit l'aspect oppressant, et que ce soit l'image que ça donne de l'humanité, c'est très loin d'être optimiste. Clairement, dans ce film-là, le réalisateur, il voit pas le verre à moitié plein. Il voit le verre vide, cassé, par terre, c'est tout. Alors certes, il y a pas de gore, il y a pas de trash, mais la violence, elle est dans ta tête en fait. Le propos du film est violent sur les réflexions qu'il te fait avoir, parce qu'il y a un aspect vraiment existentiel et profondément dépressif. On touche au désespoir, on touche à la déshumanisation, et c'est dur. Il y a quelque chose d'abyssal, tous ces fonds noirs qu'on nous montre, et cette noirceur qui petit à petit envahit les visages, envahit les murs, envahit les appartements. T'as l'impression que l'immeuble est de plus en plus sombre, que les gens sont de plus en plus sombres, qui sont en fait les fantômes d'eux-mêmes et qui sont prêts à tout. Ça, c'est du désespoir. Et le désespoir, c'est pas beau à voir, et c'est pas beau à ressentir. En fait, il y a quelque chose de cruel dans ce film, et je peux comprendre que ce qu'on a vécu durant le confinement ait pu mener certaines personnes à ce genre de réflexion-là, et de cette dimension d'oppression qui est d'abord physique et ensuite mentale. La caméra elle-même, elle est sans émotion, ce qui fait que tout ce qu'on peut ressentir, c'est l'invasion de la noirceur. Et comme en plus, émotionnellement, on n'entre pas en résonance avec les personnages, on a que la détérioration, la pourriture, ça pourrit sur place, le film pourrit sur place, t'as l'impression que la caméra elle-même pourrit sur place, que tout est en train de pourrir, c'est vraiment pas positif. Donc si je fais le bilan, je vous dirais que c'est un film qui est honnêtement très intéressant, et qui, je pense, va me marquer d'une certaine manière, parce que j'avais encore jamais vu des productions comme ça en France, et ça me fait plaisir d'en découvrir, même si clairement elle est pas aboutie. Honnêtement, je vous dirais que le film est loin d'être mauvais. Ce qui est de mauvais, ce qui ne va pas, on va dire, ce qui ne correspond pas, ce qui ne fonctionne pas, c'est l'acting, qui est vraiment un énorme problème. Mais si on retire l'acting, et je sais que c'est facile dit comme ça, mais que l'acting c'est tout, puisque les acteurs sont nous dans l'action, donc là on a quelque chose de très observateur et de très externe, qui fait qu'on se sent peut-être moins concerné par ce qui se passe. Si on retire cet aspect-là, le film est audacieux. Le film est pas pour tout le monde, parce que honnêtement je recommande vraiment pas aux gens qui sont fragiles psychologiquement, ou qui ont des traumas ou des choses qui les dérangent trop, à travers la violence sur les animaux, la violence sur les êtres humains, etc., le viol, enfin énormément de choses qui ne vont pas dans les actions qui se déroulent. Donc si vous êtes sensible, je vous déconseille très fortement ce film. Mais si c'est des expériences qui vous intéressent, si ce que vous avez vécu dans un film comme The Mist, vous souhaitez le voir un petit peu tourner encore plus à l'extrême, ou si vous voulez voir quelque chose qui ressemble à The Divide, vraiment je vous recommande ce film. Je sais que ça va pas être facile, je sais que pour l'acting tout le monde pourra pas passer outre, mais honnêtement je trouve qu'il y a quand même un travail très intéressant. Maintenant, dernière chose que je voulais aborder avec vous, très sincèrement devant tout le film, je me suis dit, il y a un côté amateur, c'est très bien filmé, mais il y a quand même un côté très amateur dans la direction des acteurs, etc. Et quand j'ai découvert que c'était un réalisateur qui avait une carrière quand même déjà construite, j'avoue que ça m'a un petit peu interrogée.
Donc j'ai pas trouvé plus d'informations que cela sur la façon dont a été développé le film. Est-ce qu'il a été développé, comme je vous l'ai dit, avec un petit budget? Est-ce qu'il a été développé pendant le confinement? Est-ce que ça a été un projet d'étude ou est-ce que c'est expérimental? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me laisse quand même un point d'interrogation. Ça serait le premier film et ça serait un début de carrière. Je trouverais ça très très bon. Et je trouve quand même le film intéressant, mais surprenant. Surprenant pour un réalisateur qui a de la bouteille. Je sais pas. Il y a quelque chose d'amateur dans ce film qui m'interroge. Ça m'interroge, j'ai pas de réponse à vous fournir. Maintenant, est-ce que je vous recommande le film? Ça dépend vraiment de votre profil. Je vous recommande pas si vous êtes sensible, je vous recommande pas si vous pouvez pas passer outre des éléments qui fonctionneraient pas. Et en tout cas, le film est intriguant, donc peut-être à voir par curiosité un de ces jours. Voire même, oserais-je dire, par curiosité morbide. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le film La Tour jusqu'au bout. Je suis très contente de pouvoir traiter ce genre de film français sur la chaîne. J'aimerais vraiment qu'il y ait plus de productions de ce genre, même si elles sont pas forcément totalement abouties. C'est vraiment enrichissant et vraiment intéressant de voir des choses différentes en fait. J'espère que vous avez apprécié ce choix de film et que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme vous le savez, ça fait super plaisir, ça me soutient dans ce que je fais et ça aide à référencer la vidéo dans le monde de YouTube. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire juste en dessous pour me dire si le film vous intéresse, si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, j'espère vraiment que vous partagerez votre avis et qu'on verra si on a des points de concordance. Dites-moi surtout ce que vous avez pensé de l'acting. Est-ce que vous avez eu le même problème que moi? Parce que moi ça m'a vraiment dérangé. Si vous n'avez pas vu, dites-moi si ça vous tente. Dites-moi si vous avez vu les autres films dont je vous ai parlé, The Mist, Dans la brume et ou The Divide. Tant que vous y êtes, vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est gratuit, ça aussi ça fait plaisir, ça aussi ça me soutient dans ce que je fais et ça aussi ça aide à référencer ma chaîne sur YouTube. Vous de votre côté, ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos et de shorts sur la chaîne, donc c'est que du positif. Ceci étant dit, moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages. Peut-être ce film La Tour, si j'ai réussi à vous intriguer assez pour que vous vous déplaciez au cinéma. Comme toujours, prenez soin de vous et nous on se dit à très vite. Bonjour, bonjour. Je suis enrhumée, donc je dois faire plein de cuts de quand j'éternue et quand je me mouche, c'est génial. On n'est pas ouf là. Alors déjà c'est pas droit, pour changer. On n'aime pas ça quand c'est pas droit. Et la luminosité est pas bonne, non? Attends, tout est allumé. On est en pleine nuit, là il est minuit 22. J'ai terminé un live chez Shizel qui était super cool. J'ai la motivation, et comme ça fait un temps fou que j'ai pas eu la motivation, vous le savez parce que vous avez bien vu que sur la chaîne il y a beaucoup moins de grosses vidéos. Sirius, qu'est-ce que tu fais? Sirius, t'es pas supposé être sous le plaid qui est sous le pied. Sirius, sors de là. Sors. Et tu sors. Allez. Non, c'est pas le moment de jouer, on va pas dormir. On joue pas. On filme. C'est ça, râle. Vous avez vu comment il me répond? Donc je disais que j'ai trouvé la motivation. J'ai beaucoup de mal à trouver la motivation en ce moment, c'est pas du tout du fait de ce que je fais sur YouTube, parce qu'au contraire ça me rend très malheureuse de pas avoir la motivation de filmer. C'est juste le contexte. Mon épuisement progresse et je suis pas dans un très bon cycle. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais ça n'empêche que quand je réussis à trouver l'énergie, la motivation et l'envie, ça me fait plaisir, donc là je suis contente, même s'il est minuit et demi. Donc on va se filmer ça ensemble, j'espère que la vidéo sortira demain. Si elle sort pas demain, pas de pression, on essaye de faire ça chill. Et voilà, on est parti. Et je vais aller remettre du fond de teint sur mon nez parce que je me suis mouchée, résultat je ressemble à rien. J'ai pas fichtrement mieux, mais on va faire avec. Allez, ouf, petit café? Oui, café à minuit 30, tout va bien. Oh non! Non! Voilà. 47 minutes de rush, mais j'ai beaucoup galéré, et j'ai beaucoup mouché, j'ai beaucoup fait des pauses pour respirer, ce qui fait que je suis assez essoufflée. Bon, bah je vais aller... il est 1h10 du matin. Je vais faire un peu de cut si je suis encore un peu motivée, puis ensuite je vais aller dormir. Je vous remercie d'avoir regardé ces scènes post-génériques qui sont, je pense, très courtes, mais bon, vous comprenez qu'il est quand même assez tard dans la nuit. Merci de les avoir regardés quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de regarder mes vidéos. Bonne soirée à tous. Ciao.